Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne dédiée à la déontologie dans la fonction publique. Je suis Louis Madver, référent déontologue, et aujourd'hui je vais vous présenter ce que c'est que le référent déontologue pour les agents et les collectivités. Dans un premier temps, pour essayer de bien comprendre ce que c'est que le référent déontologue, pour les agents et les collectivités, en fait on va tout simplement distinguer, splitter en deux, pour avoir d'un côté le référent déontologue des agents, de l'autre côté le référent déontologue des collectivités. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la même personne et que c'est la même mission. Mais par contre, ça nous apporte plus de sources de compréhension pour l'instant, de distinguer les deux. Donc le référent déontologue pour les agents, il a été créé par une loi de 2016 avec une mise en place par un décret de 2017. Si jamais vous avez besoin des sources, je vous les mets dans la description. Donc tout ça, ça a été transposé au final à l'article L124-2 qui nous indique les missions que va exercer le référent déontologue. Et donc cet article-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que tout agent a le droit de consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et principes déontologiques mentionnés aux articles L121-1 à L123-10 du Code général de la fonction publique. Donc, ces articles L121-1 à L123-10, sans surprise, ils disposent de quoi? Ils présentent tout simplement les obligations et les principes déontologiques auxquels sont liés tous les agents de la fonction publique, donc que ce soit des agents contractuels ou titulaires ou tout simplement des stagiaires de la fonction publique. Et ces obligations, en fait, elles portent sur, et là attention, la liste est longue, la dignité, l'impartialité, l'intégrité, la probité, le respect du principe de laïcité, donc qui s'exerce par la neutralité des agents, mais ça va être aussi l'égalité de traitement des usagers du service public. Ça va être les obligations déclaratives, l'obligation de secret et de discrétion professionnelle, le devoir d'obéissance hiérarchique, mais ça va être aussi donc tout ce qui est relatif à la prévention des conflits d'intérêts et sur les règles liées au cumul d'activités, puisque la règle générale en fait pour les agents publics, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'avoir une autre activité que celle qu'ils ont dans leur collectivité. Mais par contre, on a un autre décret qui nous permet d'avoir toute une liste d'exemptions finalement à ce principe, et donc c'est les règles relatives au cumul d'activités. Toutes ces obligations et principes déontologiques, en fait, ils paraissent extrêmement simples de prime abord, mais ils peuvent très vite revêtir un caractère complexe en fonction des situations individuelles des agents. Et là maintenant on commence à avoir un petit peu de bouteille, donc on sait qu'à chaque fois ça peut quand même dériver assez rapidement ou qu'il y a toujours un imprévu. Par exemple, de savoir tout ce que peut revêtir l'impartialité. En général, les gens sont pas prêts et ils font souvent la faute avant de se poser la question, parce que vraiment ça paraît simple alors que ça ne l'est pas forcément. En fait, ça couvre des spectres qui vont être bien plus vastes. Et donc tous ces principes et obligations déontologiques, en fait, je vous les présenterai au cours d'une autre vidéo pour éviter donc d'alourdir cette vidéo-là et qu'à la fin vous puissiez quand même comprendre ce que c'est que le référent déontologue sans aller se perdre dans des concepts qui nous datent d'une jurisprudence du XVIIIe siècle. Je suis désolé, hein. Il n'y a pas d'offense. Par contre, la prochaine fois, avec plaisir. Donc très concrètement, une fois qu'on a présenté cet article L124-2 du Code général de la fonction publique, on va tout simplement vous dire que le référent déontologue, il est là finalement donc pour répondre aux questions des agents sur la déontologie, en lien avec donc toutes ces obligations-là, tout simplement. Sur la question de qui peut être désigné référent déontologue, ça peut être un fonctionnaire ou un magistrat, qui soit en poste ou retraité, ça peut aussi être un agent en CDI. Bizarrement, par contre, on ne veut pas d'agent en CDD sur la mission de référent déontologue. Mais, et là encore plus curieusement, ça peut être par contre une personne complètement extérieure à l'administration. Et donc là-dessus, c'est un point qui est quand même un peu curieux, puisqu'on ne veut pas d'agents en CDD dans l'administration, et par contre, on veut bien des personnes externes à l'administration. Donc ça peut très bien vouloir dire que vous finissez votre CDD et ensuite vous pouvez désigner référent déontologue dans l'administration. Bizarre. Sacré Hubert, you are so French. Ah, toi aussi. Le référent déontologue, quand il est désigné, il doit offrir toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité. Et jusqu'à là, c'est normal, puisque finalement, ça va être la grande plus-value que va avoir le référent déontologue. Elle s'exerce à travers 3 piliers, c'est l'indépendance,
l'impartialité, donc qui va être l'objectivité, mais ça va être aussi la confidentialité des échanges, et donc le respect de la part du référent d'une certaine discrétion et du secret professionnel. Et dans le cadre de cette obligation, par contre, d'indépendance que va avoir le référent déontologue, eh ben, là-dessus, je sais très bien ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais Louis, t'es bien gentil de nous parler d'indépendance, mais tu viens de nous dire que le référent déontologue, il pouvait être interne à l'administration, que ça pouvait très bien être un fonctionnaire choisi au sein de la collectivité, et donc que ça pouvait très bien être le DGS de la collectivité qui ait les compétences de référent déontologue, et à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'il pourrait être indépendant, objectif et discret par rapport aux saisines qu'on lui fait? Et donc du coup, en quoi est-ce que finalement le référent déontologue il est différent de celui qui prendra la décision finale au sein de l'administration, donc différent finalement de votre employeur territorial? C'est une très bonne question. Je m'auto-congratule. Mais c'est une très bonne question en fait qui est soulevée, et on va être obligé d'aller creuser un peu plus loin pour y répondre sur véritablement cette mise en place du service de référent déontologue, puisque ça va dépendre énormément si vous êtes d'une collectivité qui est affiliée à un centre de gestion ou d'une collectivité qui n'est pas affiliée à un centre de gestion. Oula, ne quittez pas encore la vidéo. Pour la faire très simple, très simple, la grande majorité des agents qui regardent cette vidéo-là, ils viennent d'une collectivité qui sont affiliés à un centre de gestion. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de collectivités qui ne sont pas affiliées à un centre de gestion. Ça va être les collectivités qui auront plus de 350 agents. Donc, les collectivités qui ont plus de 350 agents, par exemple, nous, ici en Côte d'Or, il doit y avoir Dijon, Dijon Métropole et Beaune. Point. Ensuite, on va avoir par contre le conseil départemental et le conseil régional, ce qui est normal. Mais il y a très peu de collectivités qui dépassent cette barre d'employabilité de 350 agents. Et dans ces cas-là, ça simplifie énormément la vie. Parce que quand c'est le centre de gestion qui nomme un référent déontologue, en fait, c'est le président du centre de gestion qui prend un arrêté de nomination du référent déontologue et donc qui le choisit. Et ça sera ce référent-là qui répondra à toutes les sollicitations de tous les agents et des collectivités sur ce périmètre départemental du centre de gestion. Et principalement, donc ce qu'on remarque, c'est que les centres de gestion se sont tournés vers des universitaires ou des magistrats pour assurer cette fonction de référent déontologue. Ça permet d'assurer une impartialité et une objectivité complète, une indépendance cette fois-ci intégrale, et la confidentialité, elle, par contre, qui sera garantie par le centre de gestion, et donc le centre de gestion qui joue le rôle de tiers de confiance. Et donc là-dessus, vous pouvez avoir la garantie finalement que votre collectivité ne sera jamais mise au courant que vous avez décidé de solliciter un avis à votre référent déontologue. Par contre, sur les collectivités qui ne sont pas affiliées à un centre de gestion, ça peut être un peu plus problématique, puisque en fonction de comment la collectivité a décidé de mettre en place la mission du référent déontologue, ça peut tout changer. La collectivité peut mettre en place un référent déontologue en désignant son DGS. À partir de ce moment-là, c'est un véritable problème qui va s'opérer, puisque l'agent ne pourra pas demander de conseil à son référent déontologue, sans quoi le DGS est au courant. Bah oui, c'est la même personne, donc, sauf si vous tombez sur un DGS qui est 100% schizophrène. Est-ce que c'est toi, John Wayne, ou est-ce que c'est moi? Qui a dit ça? Le DGS sera au courant que vous avez sollicité le référent déontologue, c'est lui qui a reçu le mail, hein. Et là-dessus, ça veut dire surtout que l'avis, il ne sera pas objectif, puisque l'avis il dépendra des besoins qu'a la collectivité. Et en fait, ça casse complètement le mécanisme du référent déontologue, puisque là, cette fois-ci, je suis obligé de vous parler de la valeur des avis rendus par le référent déontologue. Quelle est la valeur de l'avis que vous rend le référent déontologue quand, en tant qu'agent, vous le consultez? Eh bien, c'est simple, il n'en a pas. Alors, en cas de pépin, toc, bec de biche. Enfin, ça c'est vite dit. Il en a, mais c'est exclusivement consultatif. C'est ce qu'on appelle en droit un avis simple. Et donc un avis simple, c'est un avis qui va être absolument pas contraignant, mais qui permet par contre au référent déontologue de ne pas prendre de responsabilité par rapport aux avis qu'il vous rend. Principalement, ce qu'on constate en tant que référent déontologue, c'est quand l'agent pose une question au référent déontologue, par exemple, comme souvent sur du cumul d'activités, que le référent déontologue, il vient éplucher le décret 2020-69, c'est là-dedans qu'on trouve toute la liste des cumuls d'activités qui peuvent être exercés. Par contre, c'est un exercice périlleux, et là-dessus, les autres référents déontologues savent de quoi je parle. Donc, votre référent déontologue reçoit votre demande, qu'il la regarde, qu'il vous donne un avis. Donc, ça peut être un avis
de compatibilité avec réserve ou d'incompatibilité, puisque au final, ça c'est nous qui avons inventé ça. En général, on va juste vous dire OK ou pas OK. Mais on reprend un peu les codes de la HATVP, donc de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Et cette Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, c'est comme ça qu'elle rend ses avis. Donc des avis de compatibilité avec réserve ou d'incompatibilité. Nous, si on rend à un agent un avis de compatibilité, en fait, l'agent, au moment où il va faire sa demande de cumul d'activité, donc adressée au DGS ou à l'élu, en fait, à l'autorité territoriale, eh ben, il va joindre l'avis qu'a rendu le référent déontologue. Parce qu'on se dit, si le référent déontologue n'a pas vu de problème d'ordre déontologique, eh ben, c'est que c'est bon. C'est bon, on peut lui autoriser. Sauf si vraiment ça met en péril l'organisation du service. Mais là-dessus, il va falloir par contre un motif légitime un peu fort. Par contre, si c'est dans le cadre d'un avis de compatibilité avec réserve, et donc qu'on va vous dire c'est une activité qui peut potentiellement être exercée, mais il vous faut l'accord de votre administration. Là, déjà, ça veut dire que vous avez votre avis du référent déontologue, libre à vous de savoir si vous souhaitez exposer les réserves qu'a exposé le référent déontologue dans son avis à votre administration avant de faire votre demande. Et par contre, si là, clairement, le référent déontologue, il vous dit votre activité accessoire, elle rentre absolument pas parce que en fait, vous souhaitez avoir 10 chambres en Airbnb, ça c'est une activité qui ne rentre pas dans les activités autorisables et donc clairement pour vous, c'est mort. Et ben, rien n'empêche l'agent de faire quand même sa demande à l'administration et c'est l'administration qui choisira si, pour elle peut permettre à son agent d'autoriser ce cumul d'activités ou non. Et je peux vous assurer que quand le référent déontologue, par contre, il dit non à l'agent, et que l'agent fait quand même sa demande à son autorité territoriale, et ben là, il ne joint pas l'avis du référent déontologue. Là, cette fois-ci, il le garde bien pour lui. Et c'est ça, en fait, toute la plus-value de ce système-là, c'est que le référent déontologue, vous pouvez lui faire confiance, il est là pour vous, il garantit la confidentialité des échanges, et il n'est pas là pour vous faire perdre votre chance, en fait. Et là-dessus, il n'est pas là pour venir remplacer le pouvoir de l'administration, et c'est surtout pour ça que ça pose de gros problèmes quand le référent déontologue, c'est lui l'administration, parce que c'est votre DGS, le référent déontologue, donc au niveau de l'impartialité, il n'y a rien à partir du moment où le référent déontologue, qui est aussi votre DGS, il vous donne un avis où il vous dit non, vous vous doutez bien que la décision individuelle qui sera prise si vous faites la demande à l'administration, ça sera un non, tout pareil. Je te reconnais, toi, je t'ai déjà vu quelque part. Je suis sûr que je te reconnais. Désolé, mais c'est moi qui te reconnais. Je t'ai vu le premier, toi tu m'as vu en deuxième. Je t'ai vu le deuxième, alors voilà. Perdu. C'est aussi moi qui t'ai vu le deuxième. Et quand c'est pour des cas qui sont exclusivement liés au cumul d'activités, clairement, il n'y a pas vraiment de problème. Mais par contre, quand c'est pour des cas parce que vous souhaitez quitter votre collectivité et que vous souhaitez savoir si c'est possible en fait d'aller partir dans le privé ou de changer de collectivité comme ça en cours de route, là ça peut devenir beaucoup plus problématique quand votre référent déontologue c'est aussi votre DGS et que vous n'en avez pas encore parlé à votre DGS de votre plan. Plus ce qu'on retient, c'est que pour les collectivités qui ne sont pas affiliées à un centre de gestion, en fonction de comment est mis en place la mission du référent déontologue, ça peut être à double tranchant. Et donc, ces collectivités qui ne sont pas affiliées à un centre de gestion, si elles veulent garantir à leurs agents tous leurs droits, en fait, ce qu'ils font dans la majorité des cas, c'est soit ils nomment, du coup, un référent déontologue extérieur à l'administration, soit ils nomment un référent déontologue qui est dans l'administration, mais qui aura un profil de RH ou un profil de juriste, et cette fois-ci, en lui garantissant des conditions d'exercice qui vont permettre de garantir cette impartialité et la confidentialité des échanges, mais même là, finalement, ça peut poser un problème à partir du moment où ça prive, en fait, tous les supérieurs hiérarchiques de cet agent de consulter un référent déontologue. Et dans la grande majorité des cas qui sont problématiques dans les ordres déontologiques liés à la fonction publique, c'est principalement ces DGS-là qui peuvent avoir des problèmes d'ordre déontologique et pas notre petit agent de catégorie C qui souhaite... Qui est le tordu qui a dit ça? Quelle est l'infecte petite folle perdue, l'espèce d'enculé de communiste qui vient de signer son arrêt de mort? Alors attention, par contre je dis petit agent de catégorie C, mais il n'y a rien de péjoratif là-dedans, hein. C'est juste pour vous dire, grosso modo, notre agent de catégorie C qui est payé au lance-pierre et qui essaye de finir les fins de mois,
c'est pas tellement lui qui risque d'être poursuivi pour de la prise illégale d'intérêt, c'est plus finalement les grands DGS ou les grands DGA qui, eux, quand ils quittent leur poste, peuvent être confrontés à justement une certaine interférence dans leur nouvelle fonction de par leur passé en collectivité. C'est pour ça que je parle de petit agent de catégorie C, mais voilà, c'est pas de jugement, hein. Et donc depuis le début, je parle du référent déontologue comme si c'était qu'une seule personne. Je parle du référent déontologue, le référent déontologue. Alors qu'en fait, dans la mise en place du référent déontologue, on peut l'avoir à titre individuel, donc là vraiment le référent déontologue, et comme ça on ne se pose pas de questions, mais par contre on peut aussi mettre en place un collège de déontologie, et donc là c'est vraiment le collège qui se réunit et qui vous donne, sans surprise, une réponse de manière collégiale. Donc en général, c'est des collèges de 3 à 5 personnes qu'on va retrouver, avec des profils relativement polyvalents, pour donner finalement un avis le plus éclairé possible à l'agent. Le problème de ce genre de collège, par contre, c'est que ça risque de prendre un peu plus de temps pour répondre à l'agent, et c'est pour ça que la majorité des collectivités ont préféré désigner un seul référent déontologue unique, mais par contre un expert de haut vol. Hein. Un mec légendaire, quoi. Les gens de sa partie l'appellent le Dob et enlèvent leur chapeau rien qu'en entendant son blaze. En général, c'est pour ça que les collectivités, quand elles doivent désigner un référent déontologue, on se tourne soit vers des anciens magistrats ou vers des professeurs universitaires. Du coup, la forme par contre individuelle permet de gagner du temps au niveau de la réponse. Et il y a par contre certaines collectivités, puisque rien ne l'empêche et c'est même prévu dans le décret de mise en place, qu'on puisse avoir plusieurs référents déontologues à titre individuel. Et ça nous permet encore de gagner beaucoup de temps, puisque ça va être, ils vont pas fonctionner de manière collégiale, mais c'est grosso modo, hein, pour schématiser au maximum, le premier qui voit qu'il y a un avis qui va pouvoir y répondre, et comme ça ils peuvent se dispatcher les avis quand il y en a beaucoup, et ça permet à l'agent d'avoir une réponse fiable et en peu de temps. Très rapidement, pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, les principaux avis auxquels on doit répondre quand on est référent déontologue, ça va être les avis qui sont liés au cumul d'activités, et là-dessus c'est juste de la lecture du décret et de l'interprétation. Par contre, c'est des avis qui sont extrêmement compliqués à rendre, et c'est pour ça qu'en général, même quand on n'œuvre pas de manière collégiale, les référents déontologues se regroupent quand même entre eux pour parler de certains cas et de certaines conceptions qu'ils peuvent avoir, de conceptions juridiques, puisque le décret offre un certain degré de liberté d'interprétation. Et là-dessus, en fait, on ne souhaiterait pas donner un avis favorable à un agent si derrière la collectivité n'a pas du tout le même rendu sur la légalité de la décision à prendre, ou tout simplement que la collectivité se base sur l'avis du référent déontologue que lui a fourni l'agent au moment de la demande de cumul d'activité, et que finalement ça fasse une décision illégale et créatrice de droit. Et le deuxième gros morceau du référent déontologue, ça va être tous les risques qui vont être liés au conflit d'intérêts. Et ensuite, de manière beaucoup plus accessoire, on va avoir finalement toutes ces missions liées à la neutralité de l'agent et à la laïcité. Concrètement, comment on fait pour demander un avis à son référent déontologue? Je vais vous répondre très modestement, je sais pas, c'est pas moi le vôtre. Putain de nom de Dieu, qui c'est ce zigoto, un petit comique, hein, langage et guignol? Quand vous souhaitez demander un avis à votre référent déontologue, la grande majorité des collectivités a fourni au référent déontologue, pour des raisons de confidentialité, une adresse mail qui lui est propre. Et donc du coup, vous pouvez le contacter en général par mail ou via un formulaire qui sera envoyé sur cette adresse mail pour permettre justement que l'agent puisse être libre de communiquer avec son tiers extérieur. Ou sinon, ça peut être aussi par envoi postal, donc par lettre, et on vous demande par contre d'écrire confidentiel référent déontologue avec l'adresse de la collectivité en général, et comme ça, donc c'est le référent déontologue à qui on donnera la lettre, et donc les agents de l'accueil ne l'ouvriront pas. On va avoir, par contre, à chaque fois, il va falloir préciser le contexte de la demande, il va falloir préciser aussi les fonctions de l'agent, puisque en fonction du métier de l'agent, finalement, ça va pas être les mêmes obligations déontologiques, et là, ça va surtout concerner, enfin, ça va surtout être important
pour les fonctions qui ont des obligations déclaratives auprès de la HATVP. Donc vous savez, c'est ces fameuses déclarations d'intérêt et déclarations de patrimoine qui doivent être fournies à la HATVP, qui concernent exclusivement certains postes. Donc là-dessus, on n'y reviendra pas, puisqu'on va aussi faire une vidéo qui sera dédiée à la HATVP, où on rentrera un peu plus dans le détail de tout ça. On va avoir aussi, donc forcément, nécessairement, puisque jusqu'à là, les référents déontologues, ils ont beau être d'excellents juristes, mais ils ne sont pas médiums, vous allez devoir préciser la nature de la situation dans laquelle vous êtes, et surtout, pourquoi est-ce que vous vous posez des questions, en fait, sur quelle est la réponse qui vous intéresse. Donc à ce stade de cette vidéo-là, il ne nous reste plus que 2 points à préciser. C'est lié au conflit d'intérêts, en fait, puisque le référent déontologue peut être amené à recevoir des signalements sur des conflits d'intérêts. Jusqu'à maintenant, je vous parlais justement des cas, des obligations et principes déontologiques, mais qui concernaient l'agent. Donc l'agent saisissait son référent déontologue, mais pour des questions pour lui, des questions personnelles. Par contre, le référent déontologue, il peut aussi recevoir les signalements liés au conflit d'intérêts pour des situations, cette fois-ci, qui ne concernent pas l'agent personnellement. Donc ça veut dire que si l'agent est témoin d'un conflit d'intérêts, il peut consulter son référent déontologue en lui précisant donc ce qui se passe pour que ça soit le référent déontologue qui vienne le conseiller sur la position à adopter par rapport à ce conflit d'intérêts. Là-dessus, par contre, au niveau des interprétations, tous les référents déontologues ne sont pas d'accord sur la conduite à tenir du référent déontologue dans les cas de signalement de conflit d'intérêts qui ne concernent pas personnellement l'agent. Là-dessus, chaque référent déontologue va être libre d'adopter sa propre approche. Moi, personnellement, quand je reçois des saisines qui sont liées à des conflits d'intérêts, j'agis au sein de la collectivité pour faire en sorte que les conflits d'intérêts cessent. Tout le monde ne le fait pas et c'est un droit, c'est leur droit. Et enfin, pour finir, donc je vous disais au début de la vidéo qu'on scindait le référent déontologue des agents et le référent déontologue des collectivités. Maintenant, il est temps de parler du référent déontologue des collectivités. Donc rassurez-vous, ça sera beaucoup plus court que pour les agents, puisque le référent déontologue des collectivités, donc encore une fois, c'est la même personne, c'est le même référent déontologue là que celui dont on parle depuis tout à l'heure, et il a aussi une mission en plus, c'est de répondre aux collectivités. Par contre, c'est pas de répondre aux collectivités comme il pourrait répondre aux agents. Là, cette fois-ci, les cas dans lesquels la collectivité peut saisir le référent déontologue pour recevoir un avis, ils vont être beaucoup plus restreints. Oui, parce que la collectivité, clairement, ils peuvent compter quand même sur leurs juristes, ils peuvent compter sur leur centre de gestion quand ils ont un problème. Là où, par contre, vous, en tant qu'agent, vous, pas nécessairement. Et donc, c'est pour ça, grosso modo, au niveau des collectivités, la mission est différente. Et donc, les collectivités peuvent saisir leur référent déontologue dans 3 cas de figure. Ça va être dans celui du contrôle préalable à la nomination d'un agent sur des emplois soumis aux obligations de transmission d'une déclaration d'intérêt et de situation de patrimoine. Donc, sur finalement tous les emplois dits sensibles. Le deuxième cas de figure, ça va être dans le cas où un agent de la collectivité souhaite cesser temporairement ou définitivement ses fonctions pour aller partir dans le privé et donc quand finalement la collectivité se pose des questions et qui a un doute finalement sur le profit que l'agent peut tirer de ses anciennes fonctions d'agent public au sein du privé. Puisque dans ces cas-là, par contre, il y a aussi une subtilité, mais on reviendra beaucoup plus en détail dessus parce qu'elle n'est pas si simple, mais pour que vous compreniez bien, à partir du moment où vous avez été agent public, que vous ayez été en CDD, CDI ou titulaire, donc fonctionnaire, vous restez lié en fait à votre collectivité pendant les 3 ans qui suivent votre cessation de fonction. Donc ça veut dire par exemple vous avez été en CDD pendant 2 ans dans une collectivité, vous décidez de partir et cette fois-ci pour un emploi privé, vous êtes obligé d'en informer votre ancienne collectivité pour recueillir son accord dans les 3 années qui suivent. Et le troisième point dans lequel on va répondre aux administrations, donc aux collectivités, c'est quand un agent qui occupe un emploi à temps complet souhaite bénéficier d'un temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise. Donc vous voyez au final à chaque fois, donc dans ces cas où le référent déontologue peut répondre à la collectivité ou à l'administration,
c'est parce qu'il y a un risque soit de pantouflage, soit de conflit d'intérêts. Et donc en fait, à chaque fois, il y a un risque que l'agent fasse sortir un intérêt quelconque de sa collectivité pour en bénéficier pour lui ou pour une entreprise privée. Le référent déontologue pour les collectivités sert de filtre avec la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. En fait, quand vous êtes agent et que vous consultez votre référent déontologue et que votre référent déontologue joue le rôle de référent déontologue pour les agents, il vous envoie une réponse et ça s'arrête là. Là où par contre, si c'est une collectivité qui sollicite son référent déontologue dans l'un des 3 cas de figure que je viens de vous présenter et que en fait le référent déontologue répond et qu'il y a un doute qui persiste, cette fois-ci la collectivité pourra saisir directement la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Et ça sera cette fois-ci à la HATVP de fournir un avis. Et cette fois-ci, par contre, l'avis sera contraignant. Et ça, par contre, la collectivité peut saisir la HATVP uniquement si un doute subsiste par rapport à la réponse qu'a fournie le référent déontologue. Et ça me permet de conclure cette vidéo en rappelant que c'est aussi pour ça que ça peut poser des problèmes de désigner un référent déontologue directement dans les effectifs de la collectivité ou directement le DGS de la collectivité, comme je peux voir dans certaines. Puisque qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire grosso modo que dans le cadre de cette mission de référent déontologue pour les collectivités, que c'est le DGS qui n'a pas su répondre à la question qui lui était posée. C'est le DGS du coup qui, en tant que référent déontologue, a laissé planer un doute. Et c'est toujours la même personne qui va aller saisir la HATVP puisque un doute restait par rapport à sa propre interprétation. Très bien, écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez appris tout ce qu'il fallait savoir sur le référent déontologue. Si jamais vous deviez avoir d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.